TVT au cœur de l'information. Togo Invest s'est fait un nom dans le processus de mise en œuvre du PND au Togo depuis 2014. Togo Invest dans la mobilisation des investissements. Selon les plus hautes autorités du pays, il faut repenser son mode opératoire dans le contexte d'accélération de la croissance économique. La gente féminine constitue plus de 51% de la population togolaise. Elle est au centre des actions de développement du pays. Et dans cette édition, vous verrez la place qu'occupe la femme dans les instances décisionnelles du pays. Et nous parlerons de l'agriculture en hauteur, une nouvelle forme de culture en pleine ville sur le toit. Elle se pratique déjà au Togo. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et Togo Invest, depuis son implémentation en 2014, œuvre dans la mobilisation des investissements tant au niveau national qu'international. Dans la dynamique d'accélération de la croissance économique, on repense son mode opératoire. De quoi est-il question, surtout dans le contexte du PND? Louis Cassi, reportage. En 2014, Togo Invest a été créé. L'institution a pour mission de mobiliser et de conduire les investissements nationaux et internationaux visant à accélérer la croissance économique et à bâtir une économie forte et dynamique. Elle se présente comme un acteur clé du Plan national de développement PND. Togo Invest porte les projets des deux premiers axes de ce plan quinquennal. Avec la réécriture du PND, les ambitions du gouvernement ont clairement évolué en lien avec la feuille de route Togo 2020-2025. Il veut repenser le modèle opérationnel du holding étatique. L'idée est de permettre à la structure d'être mieux efficace dans ses actions de mobilisation des investissements. Déjà en 2019, le gouvernement a transféré coup sur coup ses parts dans les hydrocarbures à la holding au capital de 20 milliards de francs CFA, dont 10 milliards libérés. Une décision qui a fait grimper les actifs de la structure avec la reprise de 100% du complexe pétrolier de Lomé-Compel, 40% de la société togolaise de stockage de Lomé et 79,34% de Togo Oil, Companity Oil. Même si la société a eu des difficultés pour accrocher des investisseurs de référence, elle enregistre quelques bons résultats. Par le biais du canal d'investissement Kifema Capital, Togo Invest a participé au financement de la centrale Kikeli Efficient Power, ce qui a permis aux investisseurs locaux de s'offrir 25% de parts dans la centrale thermique de 65 MW. Le closing du financement de ce projet est estimé à 60 milliards de francs CFA. La mise à jour du modèle opérationnel de Togo Invest serait une initiative louable afin d'adapter la structure aux réalités du moment. Direction la région des Plateaux, dans le contexte du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, des activités à haute intensité de main-d'œuvre ont été réalisées. Des activités notamment la construction des bassins piscicoles, l'aménagement des pistes rurales et j'en passe. À la fin de leur mission, les jeunes sont accompagnés pour devenir financièrement autonomes. Sylvain Abdou. La construction de ce bassin piscicole est le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, projet retenu ici à Doloumé dans le Moyen-Mono. À travers la réalisation de cet ouvrage qui constitue en même temps des acquis pour la communauté, les jeunes ainsi que les femmes ont été payés durant les 80 jours d'exécution des travaux, ce qui a à terme permis à certains d'entreprendre une activité pour améliorer leur quotidien. Chaque jour, on nous payait 1500. On économisait 500 et on a essayé d'écrire un micro-projet. Et on a commencé, pour nous, d'autres, c'est l'élevage des volailles. Et au moment où certains pilotaient des activités comme l'élevage, le commerce et l'ouverture des ateliers, d'autres ont plutôt fusionné leurs énergies pour mettre à profit cet argent. C'est le cas de ces femmes qui, elles, ont choisi le maraîchage,
une activité qu'elle mène sur ce site il y a plusieurs mois déjà. Ceux-là, ils ont pris jardinage. Et c'est de là, ils ont commencé, ils ont cherché les enfants, on les a travaillés. Et chaque fois, ils travaillent ici. Je pense qu'avec ça, il y a un changement dans le milieu. La pauvreté qu'on avait avant là, ça n'est plus comme ça. Ce n'est plus la maison de la pauvreté, ça change maintenant. Cette activité générative de revenus réalisée par les jeunes à travers ce projet à haute intensité de main-d'œuvre a opéré un changement au niveau des jeunes et amélioré leur quotidien. Plusieurs localités sont touchées par ce projet du gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale. Le but, soutenir la dynamique des jeunes vulnérables tout en leur apportant un soutien pour les amener à démarrer chacun une activité. Ils sont appelés à épargner 500 francs par jour. Donc après 80 jours, ils doivent avoir au minimum 40 000 francs sur leur compte et après le projet leur ajoute une subvention de 60 000 francs pour qu'ils puissent démarrer leur propre activité génératrice de revenus. Lorsqu'ils démarrent leur AGR, ils sont aussi accompagnés par des coachs et qui leur montrent comment ils doivent exécuter leur activité afin de pouvoir rentabiliser et sortir de la vulnérabilité. Le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV est piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, qui oriente et encadre les bénéficiaires sur le terrain en vue de la bonne gestion des fonds. Je vais à présent vous amener à découvrir un homme qui s'est adonné depuis un moment à l'agriculture juste pour sa propre consommation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est son champ, un potager en altitude. Et sur le toit de sa maison, Kofi Anoumou Aluka a opté pour l'agriculture sur le toit. Dans son jardin et sur sa dalle, il y a un peu de tout. Après des années passées au pays de l'oncle Sam, il est de retour dans son pays, le Togo, et conseille ce type d'agriculture en hauteur pour manger bio. Une de nos équipes est montée sur le toit de sa maison pour voir, apprécier, vous aussi. Quand vient l'heure pour Kofi Anoumou Aluka de prendre ses escaliers et monter sur sa dalle, c'est pour arroser son jardin écologique ou en cueillir les fruits. Un toit terrasse verdoyant en plein Djidjolé. L'homme a réussi à développer un véritable potager. Cette toiture végétalisée est née il y a seulement 8 mois. Dans ce jardin, on y trouve des légumes et des tubercules, des produits bio obtenus grâce à une technique simple dont il a le secret. J'ai toujours eu l'idée de produire ce que ma famille et moi-même allons consommer. On a commencé d'abord avec les moyens que nous avons. On a coupé les boîtes d'huile là en deux. Et puis après, l'idée est venue d'utiliser les pneus. On utilisait les pneus avant sans les avoir ouverts. Puis après, on a eu l'idée de les ouvrir pour avoir plus d'espace. Et puis par là, on a commencé. On prend le pneu, puis il y a les plastiques de ciment qu'on met en dessous. Puis on a mis du fumier sur le plastique. On met le sac plastique avant de mettre le sable pour isoler l'eau, de prendre contact avec la dalle. Et on met aussi du fumier ou bien des herbes pour encore isoler la chaleur qui viendrait de la dalle à la racine des plantes. On déplace les pneus au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait filtration d'eau. Ça ne gêne aucunement la dalle. Donc voilà l'idée de produire et de manger bio. Ces bacs sont exposés de telle sorte que les plantes ne grandissent pas totalement dans l'ombre des immeubles d'à côté. Son jardinage sur toiture s'étend sur environ un demi-lot. Les herbes sèches après récolte sont réutilisées. Rien ne sort d'ici. Et vous voyez, à côté là-bas, vous allez voir le dépôt de tout ce qu'on coupe dans le champ. Après, on va les découper. Et quand on va déterrer les choses, ce sont ces herbes-là qu'on met d'abord avant de mettre le sable. Donc c'est tout comme Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ici. Actuellement, on passe à drainer, à utiliser les PVC là
pour faire le goutte à goutte. C'est cela notre futur, irriguer. Oui, parce qu'actuellement, ça demande beaucoup de travail. Il faut soulever l'arroseur et aller par-ci, par-là. Donc, c'est nécessaire avec un système automatique. Tu tournes le robinet et le champ arrosé, ça va beaucoup aider. Après 23 ans passés aux États-Unis d'Amérique, cet entrepreneur, fils de paysan, est aujourd'hui conseiller municipal à Kpélé 1. Un modèle de réussite qui reste attaché à la terre pour se nourrir. Au début du premier confinement, là, quand on nous avait dit de rester à la maison, c'est tout ce que nous on faisait. On ne s'ennuyait pas. Il y a longtemps, nous, on n'a plus rien acheté. Que du sel et du poisson. J'encourage les gens. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu cultives dans ton jardin, surtout à un niveau pareil, ça t'éloigne de tout. C'est ici où je réfléchis sur mes activités. C'est ici. Tu viens dans ton jardin, tu déplaces les choses. C'est comme un jeu, quoi. Ça enlève le stress. Et le résultat est bien là. Agriculture toujours pour poursuivre cette édition. Une mission chinoise procède à des essais de culture dans la Kosa. Des champs de maïs et de riz sont en expérimentation. Il s'agit de retenir des variétés à fort rendement et qui sont résistantes. Nestor Mouzo a visité certains champs. Reportage. C'est l'un des sites exploités par la 7e mission chinoise de coopération technique sur l'agriculture. Ce site se trouve à Pia, dans la Kosa. Ici se font des expérimentations sur la culture du riz. Pas moins de 7 variétés hybrides importées de la Chine sont testées. À ces variétés s'ajoute une espèce locale, le IR 841. Le travail suit un certain nombre d'étapes avec un calendrier. Première étape, c'est le labourer du champ, labourer et herçage du champ pour faire le champ être plat. Et après, c'est le semer. 10 jours après, comme ça, on va enlever les herbes dans le champ. Et après 30 jours à 40 jours, on va mettre les engrais additionnés. Et après, il faut voir s'il y a des insectes ou quelques maladies. Donc, il faut traiter les insecticides ou pesticides. L'intérêt des essais est de voir le comportement, l'exigence des variétés afin de déterminer leur adaptabilité au milieu. Tout cela se fait avec la participation des services techniques nationaux, l'ICAT, l'ITRA et la Direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Les différentes variétés hybrides de Chine et les variétés locales, on va voir son différence, par exemple le rendement, la résistance aux maladies et par exemple le cycle et certaines différentes caractéristiques. On va sélectionner certaines variétés de haut rendement et de bonne résistance aux maladies. Et on va essayer de vulgariser toutes les variétés hybrides ont un rendement plus de 7 tonnes. Et c'est presque 20 à 30% que la variété locale. Ils ont l'expertise scientifique. Nous faisons un accompagnement technique. Actuellement que le climat change, on doit trouver des variétés à cycle court et très rentable, très productive. Les semences hybrides pour les essais proviennent de la Chine, mais la mission agricole chinoise a entamé un transfert de technique aux techniciens de l'ITRA pour la production sur place. D'ailleurs, un site d'expérimentation est en cours à Chichao, non loin du site de Pia. En dehors du riz, des tests sont aussi réalisés sur la culture du maïs à Abouda, toujours dans la Kosa. Ici, la variété locale Ikene est associée à 2 variétés hybrides de la Chine. Ce sont les variétés hybrides. Normalement, ils ont quelques avantages. Par exemple, le premier, le débit du maïs, c'est dans le même niveau. C'est plus favorable de rigoder par machine. Normalement, ça peut être 67 500 plants par hectare. Comme ça, le rendement doit être 6 tonnes et demi à 7 tonnes. Hectare. La 7e mission chinoise de coopération technique sur l'agriculture a commencé ses activités en mai 2019. Elle va achever son travail en mai 2022. Le gouvernement d'Ogbé met au centre de ses actions le digital. Le numérique sera davantage renforcé. Déjà, l'année 2020 a vu la concrétisation des actions de l'exécutif en faveur de la promotion du numérique. Plusieurs programmes ont été testés avec succès dans la gestion de la pandémie liée au Covid-19. Ekwesala, précision.
Dans le nouveau gouvernement, le ministère en charge du numérique change de dénomination pour répondre aux besoins de l'heure. Les postes et innovations technologiques ont laissé place au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Pour la première fois, la 8e édition du Forum national de la gouvernance économique s'est tenue virtuellement en raison du Covid-19. Le forum a mis l'accent sur le e-learning, l'entrepreneuriat numérique et les technologies émergentes notamment. Le Togo a également pris part au Africa FinTech Summit par visioconférence. Occasion pour le pays de présenter ses récentes innovations technologiques, parmi lesquelles Sophie, Yolim, Novici et EcoCCP. En réponse au Covid-19, l'Université de Lomé a reçu des équipements audiovisuels et informatiques de la part du PNUD pour développer des cours en ligne. Les matériels sont estimés à plus de 52 millions de francs CFA. Également, les administrations publiques et lycées techniques ont été équipés par le PNUD et Move Togo en matériel numérique. Des équipements pour accélérer la transition numérique dans les services publics, écoles et centres de formation. Courant le mois de novembre, ACERP avait donné 8 jours aux téléphonie mobile Togocel et Move pour mettre fin aux pratiques de différenciation tarifaire nuisibles à la concurrence. L'autorité a également ouvert une procédure de sanction contre Togocel pour dysfonctionnement grave sur son service Timoni. Togocel sera mise en demeure quelques semaines plus tard pour non-respect à son cahier de charges lié à Timoni. Le mois de décembre a été marqué par la mise en service de la 5G du groupe Togocom. Avec cette 5G, le Togo est le premier pays en Afrique de l'Ouest et le 3e sur le continent africain à expérimenter cette offre de connectivité dernière génération. Dans le secteur bancaire, Orabank, en partenariat avec la start-up Miaplenou, lance son commerce en ligne. Le groupe s'associe également avec Togocom pour lancer M-Banking. Ce service a pour vocation de permettre à ses utilisateurs de transférer des fonds de la banque vers un portefeuille mobile et vice-versa. On retient aussi du mois de décembre 2020 le lancement du chatbot du GF2D. L'application a pour but de lutter contre les violences basées sur le genre partout sur le territoire national. Le ministre délégué en charge de l'artisanat et de l'enseignement technique a sillonné tout le territoire. Eke Odin était à la rencontre des acteurs relevant de son département. Il a échangé avec eux sur la feuille de route 2020-2025 du gouvernement ainsi que sur leur rôle dans la mise en œuvre de cette feuille de route. L'étape ultime de la tournée est le Grand Lomé. Abel Aboti et Sonia Amenipo. Dernière étape de la tournée de prise de contact du ministre délégué en charge de l'artisanat et de l'enseignement technique. Eke Odin a rencontré à travers le territoire les acteurs de l'artisanat relevant de son département. Dans le Grand Lomé, le ministre a eu des entretiens avec les enseignants au lycée technique d'Adidogomi. Cap sur le lycée technique d'Atiégou. Il s'est rendu ensuite au centre de formation au métier de l'industrie. Au total, 6 structures ont accueilli le ministre qui est allé leur délivrer un message essentiel, leur rôle et implication dans la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Les acteurs ont soumis leurs doléances pour la bonne marche des activités sur le plan de l'enseignement technique et professionnel ainsi que de l'artisanat. On nous forme davantage pour donner la bonne formation aussi aux apprenants. Donc nous voulons que le ministre ait des yeux à ce niveau-là pour d'éventuelles améliorations. Et vous savez, la technologie évolue en exponentiel. Donc il faut évoluer également avec cette évolution. Je vois déjà l'implication du ministre dans ce qui concerne la formation professionnelle au Togo. Les conseils qu'il est venu nous donner, nous prodiguer, sont d'importance capitale pour le développement du centre et indirectement du pays. Et le ministère n'a jamais cessé de nous accompagner. La tournée a démarré depuis le 3 décembre 2020 dans la partie septentrionale du Togo. Et ce sont visiblement des acteurs très engagés et dévoués
que le ministre a rencontrés. L'objet de notre tournée est de venir constater de visu ce qui se fait dans nos centres de formation technique et professionnelle, d'échanger aussi avec les acteurs la feuille de route du gouvernement Togo 2025, de recueillir les propositions d'amélioration de notre enseignement pour avoir un enseignement de qualité, des techniciens compétents pouvant répondre aux besoins actuels de notre pays. Les équipements sont là et le travail qui se fait aussi, ça va. Et les acteurs nous ont rassuré qu'ils vont accompagner le gouvernement dans sa décision de former plus de techniciens et surtout des techniciens compétents. Eke Odin a demandé à ses collaborateurs d'œuvrer pour le changement de paradigme afin d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'inclusion sociale. L'actualité hors du Togo, en République démocratique du Congo, au moins 6 Rwandais ont été tués dans une attaque dans le parc des Virunga. Ces éco-gardes ont trouvé la mort ce dimanche dans une attaque d'hommes armés. Et en Indonésie, au lendemain du crash du Boeing 737 au large de Jakarta, l'espoir de retrouver les survivants a été totalement abandonné. Un navire de la marine indonésienne équipé de sonar a détecté un signal de l'appareil en mer de Java. Et des plongeurs ont récupéré des débris de l'avion dont certains portent son numéro d'identification. Les secours ont aussi ramené à terre des effets personnels et des restes de corps humains. 62 personnes se trouvaient à bord de cet avion lorsqu'il a disparu des radars 4 minutes après le décollage. Suivez ce reportage de nos confrères de Euro News. Au lendemain du crash du Boeing 737 au large de Jakarta, l'espoir de retrouver des survivants a été abandonné. Un navire de la marine indonésienne équipé de sonar a détecté un signal de l'appareil par 23 mètres de fond en mer de Java. Des plongeurs ont récupéré des débris de l'appareil, dont certains portant son numéro d'identification. Les secours ont aussi ramené à terre des effets personnels et des restes de corps humains. 62 personnes se trouvaient à bord de cet avion qui reliait Jakarta à Pontianak lorsqu'il a disparu des écrans radars 4 minutes après le décollage, s'abîmant en mer. Parmi les passagers, tous indonésiens, 7 enfants et 3 bébés. Le vol avait décollé avec 1 heure de retard en raison du mauvais temps. 2 centres de crise ont été établis au port et à l'aéroport de Jakarta. Pour les familles, c'est une longue et insoutenable attente. Ce proche de victime a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le crash de la compagnie Sriwijaya est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors j'ai demandé le manifeste de vol et j'ai vu les noms de 5 membres de ma famille. Je n'ai rien pu faire, je peux juste pleurer. L'avion était un 737 classique et non un modèle de la génération controversée des MAX. D'après la compagnie, il était en circulation depuis 26 ans et avait effectué 2 vols samedi avant celui du crash. Retour au Togo, quel bilan établir après 2 semaines de couvre-feu au Togo? Y a-t-il eu baisse de cas de contamination Covid-19? Le sujet a fait objet de débat dans l'émission Au cœur de la nation vendredi dernier. Les invités de Anita Atigakou ont relevé l'impact positif de cette mesure restrictive. Je vous propose de suivre un extrait réalisé par Chris Agbeti. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces mesures ont été éditées pas pour complètement annuler l'effet néfaste des faits sur cette pandémie, mais juste pour l'amoindrir, le réduire. Et vous savez, dans d'autres pays qui sont dans la même sous-région que nous, on comptabilise plus de 100 cas, voire 200 cas par jour. Et donc, actuellement, nous sommes dans la fourchette de 40-50 cas. C'est beaucoup, mais si on restait dans cette fourchette-là, on peut se dire qu'on a réussi. Donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment se plaindre qu'on n'ait pas eu d'effet favorable des mesures qui ont été prises. Tout le monde a constaté, on a été tous bridés dans notre élan à fêter. Tout le monde a été bridé. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Les rues étaient vides, les bars étaient
vide. Du moment où les gens ne se rassemblent pas, ne se côtoient pas, le risque est moindre. Et donc, on peut dire, quelle que soit la situation qu'on va avoir, même si on a plus de cas après cette période qu'on passe actuellement, il faut se dire que si on n'avait rien fait, ça allait être vraiment catastrophique. Et donc, on peut se féliciter, c'est un sacrifice que chacun a fait. Ceux qui ont subi en plein feu, avec surtout sur le plan économique. C'est de gros sacrifices, mais cela vaut le coup. Et donc, quelle que soit la situation aujourd'hui, on doit se féliciter d'avoir accepté faire ce sacrifice-là. Ces mesures ont permis d'amoindrir l'augmentation du nombre de cas qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu ces mesures. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est la conséquence directe de tous ces mouvements qu'il y a eu pendant les fêtes. J'appelle mouvement tous les retours au pays pour les fêtes ou toutes les sorties pour aller faire les fêtes. Et donc, pendant cette période-là, nous avons observé une augmentation du nombre de cas au sein des voyageurs essentiellement et aussi des personnes contacts. Donc, les personnes contacts qui auraient été en contact avec les cas confirmés. Donc, cela implique qu'il y a eu beaucoup de promiscuité. On aurait pu avoir pire que ça si on n'avait pas ces mesures de couvre-feu. Peut-être que ça aurait été une augmentation exponentielle du nombre de cas et non une augmentation en termes de multiples de 2 ou de 3 que nous avons aujourd'hui. Et c'est possible qu'on ait des chiffres plus élevés dans les jours à venir. Et ça ne serait pas surprenant. Mais comme nous l'avions dit tantôt, c'est quand même une augmentation raisonnable et on peut attribuer cela à l'impact positif qu'auraient eu les mesures prises par le gouvernement en termes de couvre-feu pour amoindrir les mouvements d'ensemble, pour amoindrir les regroupements qui auraient pu augmenter le nombre de cas de façon exponentielle. Cette mesure-là a permis aussi d'éviter des accidents. D'éviter des accidents, ce qui veut dire que quel que soit le cas, l'intérêt qu'on a eu, c'est vraiment très important. Parce que, bon, au moment de fête, vous allez sortir, bon, ce n'est pas forcé, c'est inutile, mais quand même, cette mesure-là nous a permis de rester quand même à la maison. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon, qu'est le vaccin. Mais pour l'instant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a fait beaucoup de sacrifices, mais il reste encore à en faire. Vous avez appris, évidemment, l'apparition d'une variante du virus plus contagieux. Le monde est devenu un petit village. Ce n'est pas exclu que cette variante-là soit déjà dans notre pays, compte tenu de mouvements de population. Et donc, qu'on ait un virus plus contagieux, et quand vous parlez de plus de contamination, vous parlez également de plus de cas graves, évidemment, en termes de chiffres, je voudrais dire, pas en termes de proportions. Et donc, je nous invite, je nous encourage à continuer par accepter les privations qui seront encore nécessaires par rapport à l'application des mesures barrières, à être exigeant envers soi-même, mais aussi envers l'autre, en nous rappelant les uns les autres à la vigilance et à l'application des mesures barrières. On n'est pas encore au bout du tunnel. Il y a ce nouveau variant qui est en train de circuler au sein de la population jeune. Et malheureusement pour nous, le constat, c'est que c'est cette population jeune-là qui ne respecte pas les mesures barrières, prétendant que ce virus ne me fera rien parce que je suis jeune. Je suis jeune, j'ai une immunité forte. Respect des mesures barrières, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, sinon mesdemoiselles. Et aussi pour les cas confirmés que nous sommes en train de suivre à domicile, c'est pour permettre à la population de mieux adhérer à leur suivi et aussi de décongestionner nos formations sanitaires
que nous sommes en train de suivre certains, donc les formes asymptomatiques à domicile. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont libres de tout mouvement. On vous a demandé d'être isolé à domicile parce que votre domicile vous permet d'être plus confortable et aussi d'être à l'écart parce que les conditions environnementales de votre domicile s'y prêtent. Donc ce n'est pas l'occasion pour vous de continuer et pas fréquenter les gens ou de recevoir les visites. Donc prière respectée et les modalités d'isolement à domicile et de suivi à domicile. Le temps de panique est passé, mais cela ne veut pas dire que la maladie ou bien la pandémie n'est pas là. Je fais cet appel à chaque citoyen de prendre soin de lui et de préserver également le corps médical, parce que le corps médical n'est pas appelé seulement pour gérer la pandémie. Il y a d'autres maladies. Si effectivement on leur complique la situation, ça va être difficile pour tout le Togo. Et par rapport au Covid-19, à ce jour, dimanche 10 janvier 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3 957, 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 614, 12 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de cas actifs est de 271 et le nombre de décès est malheureusement de 72. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.